Bonjour à tous, bienvenue dans cet auditorium des rencontres pour ceux qui viennent de nous rejoindre et pour les autres, vous avez été bien inspirés de rester pour cette dernière séquence qui s'appelle «Tous éco-responsables» et dans laquelle on va présenter différentes solutions qui permettent de naviguer tout en préservant l'environnement et en particulier le milieu maritime qui nous est si cher et qui nous donne tant de plaisir quand on navigue. Il est 17h30, donc on va pouvoir commencer. Et j'invite à me rejoindre au centre de la scène Guillaume Arnaud-Deslions, délégué général de la paire, et Jennifer Cornet, qui est déléguée générale de la paire Pirot. Donc, la ministre de la Mer, Annick Girardin, l'a rappelé hier, la FIN est la seule fédération professionnelle en France à être à l'initiative de deux filières éco-responsables, de deux éco-organismes, la paire, le grand frère, qui est dirigé par Guillaume Arnaud-Deslions, et la paire Pirot, la petite sœur, qui est dirigée par Jennifer Cornet. APER, ça signifie Association pour la plaisance éco-responsable, et Pirot, vous le retenez, ça signifie pyrotechnie. Donc, je vous propose qu'on commence cette première partie de séquence Tous éco-responsables en écoutant Guillaume nous présenter ce qu'est la paire, quand est-ce que ça a été créé, quel est son intérêt, quel est son fonctionnement. Guillaume, c'est à toi. Merci Louis-Guillaume. Bonjour à tous. Merci de votre présence pour cette séquence sur la plaisance éco-responsable. Nous allons donc mettre sur l'écran central la présentation qui devrait normalement s'afficher. Voilà. Euh, en introduction, par rapport à cette filière de déconstruction des bateaux de plaisance en fin de vie qui a été mise en place à l'initiative de la Fédération des industries nautiques, je voudrais vous faire un petit rappel sur ce qu'est une filière REP. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore tout à fait familiarisés avec cette notion. Les filières REP, donc dites filières de responsabilité élargie des producteurs, sont des filières qui se mettent en place progressivement dans les différents secteurs d'activité en France, sous forme législative, pour gérer la fin de vie des produits de ces filières. Donc la première filière est née en 1993, c'était la filière qui concernait les emballages. Et vous voyez sur le schéma que vous avez à l'écran qu'un certain nombre d'autres filières se sont créées depuis. Et jusqu'à la dernière filière qui est née sous une législation de 2016 avec une entrée en vigueur en 2019, qui est la filière des bateaux de plaisance et de sport, donc dont s'occupe l'APER. Alors, je ne sais pas, j'espère qu'on voit bien l'écran. Moi, l'écran a Oui, disparu de mon côté. on le voit bien. Si par hasard dans le public, certaines personnes voient un écran noir, je les invite à rafraîchir l'écran en cliquant sur le petit pictogramme avec deux flèches en haut à droite. Merci Louis-Guillaume. Donc le principe de ces filières REP, c'est tout simplement que les metteurs sur le marché, qu'ils soient constructeurs, fabricants, qu'ils soient importateurs ou qu'ils soient distributeurs, eh bien, ont la responsabilité de gérer la fin de vie des produits qu'ils mettent sur le marché. Et donc de gérer leur récupération, leur traitement, et notamment gérer financièrement cette obligation. Pour cela, les entreprises ont deux possibilités. Soit elles décident de s'organiser elles-mêmes par rapport à leurs produits. À ce moment-là, elles créent ce qu'on appelle un système individuel. Et donc, elles doivent monter tout un système pour expliquer exactement comment elles s'organisent et faire agréer ce système par les pouvoirs publics, par le ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est assez compliqué de faire ça soi-même, c'est une organisation assez complexe. Et la deuxième option qui s'offre aux entreprises est celle d'adhérer à un éco-organisme agréé qui se met en place spécifiquement pour traiter les produits d'un secteur donné. Et donc,
vous avez sur l'ensemble des filières que vous voyez sur le graphique qui est ici, eh bien, des éco-organismes qui se sont créés à l'initiative des metteurs sur le marché eux-mêmes. Et finalement, ces éco-organismes prennent la responsabilité de traiter la fin de vie des produits pour les metteurs sur le marché qui adhèrent à ces éco-organismes et qui, notamment, contribuent financièrement à hauteur des volumes de produits qu'ils mettent sur le marché. Donc, comme je vous le disais, la dernière filière née est celle qui concerne les bateaux de plaisance et de sport. Cette filière est entrée en fonctionnement en 2019 et les prochaines filières qui vont rentrer en vigueur le seront en 2022 et concernent trois secteurs, notamment le secteur des jouets, celui des articles de bricolage et de jardin et celui des articles de sport et de loisirs, filière dans laquelle nous allons retrouver également un certain nombre de produits nautiques qui ne sont pas aujourd'hui couverts par la filière des bateaux de plaisance. Je pense aux planches à voile, je pense aux kayaks, aux SUP notamment. Je vais passer à la slide suivante en espérant que tout le monde la voit bien. Donc, la paire, comme je vous le disais, alors on est allé une slide un peu trop loin. C'est bon, c'est bon, merci beaucoup. Donc, comme je vous le disais, l'APER est une association qui a été créée à l'initiative de la Fédération des industries nautiques, qui a été agréée en tant qu'éco-organisme en 2019 par le ministère. Et la mission de l'APER est donc d'organiser, de gérer et de financer la déconstruction des bateaux de plaisance partout sur le territoire français, que ce soit en métropole ou que ce soit sur les territoires d'outre-mer. Donc évidemment, tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les filières mettent un certain temps à se développer sur l'ensemble des territoires. Et aujourd'hui, nous avons 26 centres de déconstruction qui sont déjà opérationnels, dont un premier centre, comme on le verra tout à l'heure, qui est notamment en Martinique. Et nous allons continuer à développer cette filière pour couvrir la totalité des territoires le plus rapidement possible. Le financement de cette activité de déconstruction, puisque déconstruire un bateau, ça a un coût, hein, ça ne s'autofinance pas par la valorisation des matériaux uniquement, donc ça a un coût, il faut financer ce coût. Et le financement de cette filière est assuré par les metteurs sur le marché, d'une part, qui payent une éco-contribution à l'éco-organisme APER à chaque fois qu'ils vendent un nouveau bateau sur le marché français, donc selon un barème qui a été mis en place et qui est un barème en fonction de la taille et du type de bateau. Et nous avons également une autre contribution, une autre source de financement qui provient d'une dotation que l'État nous reverse, qui est une dotation prise sur la fiscalité de la plaisance, hein, le fameux DAFN, le droit annuel de francisation et de navigation, dont un petit pourcentage, plafonné à 5%, est reversé à l'éco-organisme pour traiter des bateaux qui ont été mis sur le marché il y a de nombreuses années, hein, plus d'une quarantaine d'années souvent, par des entreprises qui n'existent plus aujourd'hui. Évidemment, il faut prendre en compte cette dimension-là et cette dotation de l'État permet d'accompagner la filière sur cet aspect. Donc, comme le soulignait Louis-Guillaume tout à l'heure, cette filière française, la PER, et cette filière de déconstruction des bateaux de plaisance, est la première filière au monde dans le domaine des bateaux de plaisance, la première qui soit organisée de façon globale sur l'ensemble du territoire français. Donc, 26 centres de déconstruction aujourd'hui, 102 entreprises adhérentes, hein, donc les adhérents sont les metteurs sur le marché, qui adhèrent à la FIN pour lui confier la gestion de ces produits en fin de vie. Vous avez ici, à titre d'exemple, il n'y a pas tout le monde, pas tous les adhérents, mais à titre d'exemple, un certain nombre d'adhérents de la paire, et vous voyez que la très grande majorité, tous les grands acteurs du nautisme ont déjà aujourd'hui rejoint l'éco-organisme. Les adhérents actuels de la paire représentent un peu plus de 85% de l'ensemble des bateaux qui sont mis sur le marché chaque année sur le territoire national. Donc nous avons la chance, après seulement 1 an et demi
de fonctionnement, d'avoir déjà une très très bonne représentativité des entreprises du secteur et la capacité de traiter déjà une grande partie des bateaux issus des mises sur le marché actuel. Sur le slide suivant, voilà, je te remercie. Vous avez ici donc la répartition actuelle des centres de déconstruction qui sont agréés par l'APER sur le territoire français. Donc vous voyez que certaines zones sont très bien couvertes, notamment la Bretagne qui a 8 centres de déconstruction, et puis certaines zones nécessitent encore d'étoffer notre maillage territorial et l'ouverture de centres supplémentaires. Donc nous avons aujourd'hui 25 centres en France, un centre en Martinique, comme vous le voyez sur la carte de gauche. Nous avons 8 centres qui sont en cours d'agrément en Alsace, sur différents secteurs encore non couverts sur cette carte. Et à terme, nous aurons une couverture nationale d'une quarantaine de centres pour faire face à l'ensemble des demandes et surtout pour permettre d'apporter des solutions au plus près des gisements. Hein, l'idée étant de limiter autant que faire se peut le transport des bateaux depuis leur lieu de gisement, je dirais, jusqu'au centre de déconstruction le plus proche. Il faut savoir que les entreprises de déconstruction qui travaillent, qui travaillent avec l'APER, qui sont agréées par l'APER, sont des entreprises qui sont des spécialistes de la gestion des déchets et du recyclage. Ce sont des entreprises qui ne se créent pas spécifiquement dans leur grande majorité pour traiter uniquement des bateaux de plaisance, mais qui sont des professionnels de la gestion des déchets qui bénéficient souvent déjà d'installations et d'outillages tout à fait adaptés. Ces entreprises doivent respecter une réglementation très stricte, une réglementation qu'on appelle ICPE, installation classée pour l'environnement, et une réglementation spécifique a été mise en place spécifiquement justement pour la déconstruction des bateaux de plaisance. Hein, donc, tout le monde ne peut pas se déclarer déconstructeur de bateaux du jour au lendemain. Ça répond à des exigences et des normes réglementaires extrêmement précises. Au moment où on se parle, donc l'activité a démarré, c'est une activité encore récente, hein, puisque nous avons déconstruit les premiers bateaux au mois de septembre 2019. Donc, nous sommes dans une phase de montée en puissance de l'activité de la filière et nous allons dépasser dans le mois de mars les 2000 bateaux déjà déconstruits par la filière. Donc, c'est une montée en puissance qui se fait progressivement. Nous ne savons pas quel sera le rythme de croisière à atteindre à terme, mais c'est très encourageant de voir cette montée en puissance. Sur la slide suivante, que vous devez voir apparaître, j'espère, vous avez un schéma qui montre, si vous voulez, l'écosystème de la filière de déconstruction gérée par l'APER. Donc l'APER est vraiment l'entité centrale qui va faire le lien entre les metteurs sur le marché d'une part, qui sont contributeurs au financement de l'activité de déconstruction, les plaisanciers et plus largement les détenteurs de vieux bateaux qui cherchent des solutions pour faire déconstruire leurs bateaux, les centres de traitement dont on vient de parler vont être en charge de traiter et valoriser les déchets issus de la déconstruction des bateaux. L'administration, et ça c'est un point très important parce qu'un bateau c'est comme une voiture, par contre c'est pas comme une machine à laver ou une télévision, c'est un produit qui est immatriculé, qui est parfois francisé, donc un propriétaire est administrativement rattaché à ce bateau. Donc il y a des marches administratives, bien sûr, de désimmatriculation et de radiation de pavillons à mener également pour chaque déconstruction. Et puis, l'APER est également en lien avec un certain nombre de partenaires. Ces partenaires sont des collectivités territoriales avec qui nous travaillons pour des opérations spéciales de récupération et retrait de bateaux abandonnés sur le littoral.
mais également des partenariats forts comme celui que nous avons signé avec la Fédération française de voile, puisque nous, en partenariat avec la FFV, nous collectons chaque année désormais des bateaux, les vieux bateaux des centres de l'ensemble des clubs nautiques. Avec cette année notamment deux séquences de collecte, une au printemps et une qui se fera au mois d'octobre. Nous allons également, au niveau de ces partenariats, nous pouvons déjà l'évoquer ici, puisque c'est en cours de signature et que les choses sont maintenant abouties. Nous sommes en train de signer un partenariat très important avec l'Office français de la biodiversité pour apporter ensemble des solutions complètes et sur mesure aux gestionnaires d'aires marines protégées, notamment tous les gestionnaires de zones Natura 2000, pour pouvoir traiter ensemble, en mettant en commun nos moyens, les épaves et les bateaux abandonnés sur ces territoires. Alors, quels sont les bateaux qui sont concernés par cette filière? Eh bien, ce sont les bateaux de plaisance, bien sûr. Nous ne traitons que les bateaux de plaisance. Nous ne traitons pas le domaine de la pêche professionnelle, le domaine du commerce ou du transport de passagers. Ce sont bien les bateaux de plaisance. Ces bateaux, les bateaux éligibles à la déconstruction par la paire, sont des bateaux de 2,50 m à 24 mètres. Donc, vous voyez que ça fait un spectre qui est quand même très large, qui sont immatriculés en France, en immatriculation en eau maritime, mais également en eau intérieure, car il ne faut évidemment pas oublier toute la plaisance fluviale et en eau intérieure, qui est évidemment concernée par cette filière et dont les bateaux sont éligibles à la déconstruction. Ça inclut également les jet skis, les motomarines, ce qu'on appelle les véhicules nautiques à moteur. En revanche, notre spectre d'action s'arrête au niveau des bateaux de 2,50 m et des bateaux immatriculés, donc les supports nautiques de glisse, de sport de pleine nature, comme les kayaks, les planches à voile, les stand-up paddle, les kitesurf, les surf, aujourd'hui n'entrent pas dans le champ de cette filière. Seront concernés par la filière sur les articles de sport qui démarrera en 2022. Donc le principe de fonctionnement de la filière pour les détenteurs de vieux bateaux, c'est que la gratuité de la déconstruction est assurée par la paire, donc la déconstruction elle-même ne coûte rien aux détenteurs de bateaux. Seul reste à la charge aujourd'hui du détenteur le transport du bateau de son point de stationnement au centre de traitement à paire le plus proche. Ce transport sera dans le futur pris en charge également par la filière. Et donc à l'horizon 2023, nous prendrons également en charge les coûts de transport, donc ce qui va faciliter encore plus la vie des détenteurs de vieux bateaux. Et nous allons dès le milieu de l'année 2021 avoir une action de participation aux coûts de transport pour faciliter encore une fois l'ensemble du dispositif. On va passer à la slide suivante. Donc concrètement, je suis un plaisancier ou je suis un professionnel du nautisme qui a un bateau abandonné sur son terrain. Comment ça se passe? Comment concrètement faire une demande pour faire déconstruire son bateau? Eh bien, c'est extrêmement simple. Il suffit de se rendre sur le site de la paire. Le site s'appelle recyclermonbateau.fr. C'est à retenir. Et donc, on se rend sur le site, on crée son compte en ligne, on remplit sa demande de déconstruction avec les coordonnées du bateau et on valide sa demande. Donc c'est aussi simple que ça, c'est totalement évidemment gratuit comme démarche et très simple à faire. Sur tout le processus, on peut être accompagné par l'équipe de la paire, directement par téléphone, par mail, et donc on a une assistance personnalisée, permanente et gratuite pour les demandeurs. Et donc, une fois que j'ai fait ma demande en ligne, eh bien, la paire traite la demande et je vais être recontacté par la paire ou le centre de déconstruction directement, le plus proche de chez moi, pour prendre rendez-vous
pour faire livrer mon bateau et voir avec moi la solution de transport la plus adéquate. Une fois que mon bateau arrive dans le centre de traitement, je reçois un certificat de prise en charge, ce qui fait que je suis déchargé complètement de ma responsabilité par rapport au bateau. La paire en devient responsable et le bateau, à ce moment-là, change de statut. Il quitte le statut de bateau pour passer au statut de déchet géré par l'éco-organisme. Donc vous voyez un mode opératoire qui est quand même très simple, qui se fait en ligne, mais avec une assistance également permanente pour l'ensemble des plaisanciers tout au long de la démarche, si c'est nécessaire. Alors, que devient mon bateau? Une fois qu'il est pris, qu'il est arrivé dans un centre de déconstruction de la paire, que devient-il? Eh bien, il y a un processus et un cahier des charges qui est très strict au niveau des entreprises de déconstruction qui travaillent avec la paire. Donc le bateau va commencer d'abord par être dépollué, hein. On va retirer tout ce qui est hydrocarbures, tout ce qui est batterie, autres éléments d'équipement qui peuvent représenter une pollution potentielle. Tout ça est évidemment récupéré, stocké, tracé et envoyé vers les filières de traitement et de valorisation adaptées. Ensuite, le bateau va être démantelé. Il va être démantelé avec une séparation la plus fine possible des matériaux. Donc, on va commencer par retirer toute la partie métallique, donc notamment les équipements de pont, toute la partie qu'on va retrouver en inox, les balcons avant, les chandeliers, un certain nombre d'équipements de pont. Donc, toute cette partie métallique, une fois retirée, elle est valorisée en valorisation matière, hein, et elle a d'ailleurs une valeur marchande puisqu'elle est récupérable et revendable sur le marché des métaux. Donc là, on parle d'inox, on parle d'aluminium, on parle de différents types de métaux. Nous avons deux autres grands types de matériaux principaux qu'on retrouve dans les bateaux. Il y a donc les métaux, il y a ensuite le bois, notamment pour tout l'aménagement intérieur des bateaux. Pour le bois, en fonction de la qualité du bois qui est récupéré dans ces déconstructions, une partie de ce bois est envoyée vers des filières de panneautage, donc en valorisation matière, pour faire notamment des panneaux d'agglomérés. Et donc, ça représente à peu près 50% du bois qui est retiré des bateaux que nous déconstruisons. Et l'autre partie, quand le bois n'a pas la qualité nécessaire pour aller sur cette filière, eh bien, à ce moment-là, le bois est transformé dans ce qu'on appelle un CSR, un combustible solide de récupération, hein, broyé, mélangé à d'autres matériaux, pour faire un combustible qui va pouvoir être utilisé pour faire de la valorisation énergétique. Donc, ce combustible, il va être utilisé soit dans des cimenteries qui vont pouvoir alimenter leur process avec ce combustible, soit vers des centrales thermiques pour faire de la production d'eau chaude, d'électricité ou autre. Donc on a une valorisation énergétique. Et puis enfin, le matériau pour lequel tout le monde se pose la question, qui est le principal, qui est le composite. Hein, et là, on parle essentiellement de composite fibre de verre polyester. Eh bien, c'est le matériau qui est aujourd'hui encore le plus problématique à gérer. Quand on déconstruit, il faut savoir qu'en moyenne, sur les 2000 bateaux que nous avons déconstruits, ça représente à peu près 60% du poids du bateau, le composite. Et donc aujourd'hui, 60% du composite qui est issu de la déconstruction des bateaux dans les centres de déconstruction à paire est valorisé sous forme de valorisation énergétique, hein, notamment sous forme de CSR. Et malheureusement, encore à peu près 40% de ces matériaux ne sont pas valorisés aujourd'hui, partent sur des filières d'élimination, que ce soit de l'incinération sans production d'énergie ou que ce soit dans des sites de stockage classés de ces déchets. Donc à terme, l'objectif pour la filière est bien de supprimer la totalité de ces 40% restants de produits non valorisés pour avoir une valorisation à 100% des déchets issus de la déconstruction des bateaux plaisance, que ce soit en valorisation matière ou que ce soit en valorisation énergétique.
voilà un petit peu brosser rapidement le fonctionnement de cette filière. Je ne sais pas si vous avez, s'il y a des questions dans la salle, ou dans le chat, et je me ferai un plaisir d'y répondre si c'est le cas. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation, extrêmement claire, d'un éco-organisme donc qui est très utile. Moi j'avais préparé quelques questions, mais comme, ta présentation était très complète, tu m'as coupé l'herbe sous le pied et tu, as répondu à toutes. Alors j'espère que le public aura, plus d'imagination. Je vous invite à poser vos questions dans le chat ou alors à cliquer sur le bouton «Lever la main» en bas de votre écran et on vous donnera la parole. En attendant la première question, je me demandais, est-ce que c'est seulement les particuliers qui peuvent, avoir recours à la paire? Est-ce qu'un gestionnaire de port, par exemple, peut vous contacter également? Alors c'est une très bonne question. Non, évidemment la paire, l'objectif de la paire est de traiter l'ensemble des bateaux en fin de vie. Donc ces bateaux sont détenus soit par des particuliers et donc, je dirais la clientèle première, principale et naturelle de la paire, ce sont bien sûr les plaisanciers eux-mêmes, mais il y a aussi beaucoup de bateaux un certain nombre de bateaux qui sont abandonnés. Et donc, ce n'est pas le propriétaire du bateau qui va faire les démarches auprès de la paire, mais soit le professionnel, soit le port de plaisance, soit la collectivité se retrouve détentrice ou détenteur de ce bateau malgré elle. Donc, le dispositif est évidemment ouvert à ces détenteurs et nous traitons régulièrement des demandes venant de ports de plaisance, venant de collectivités, venant de professionnels du nautisme, hein. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Je ferai une petite précision sur ce point, c'est que un bateau abandonné, il y a une démarche en amont de la déconstruction à mener, puisqu'il faut obtenir, une autorisation soit administrative, soit judiciaire si nécessaire, pour pouvoir envoyer le bateau en déconstruction. Donc ça passe notamment quand un bateau, par exemple, est abandonné sur un port de plaisance ou sur le domaine public maritime par une procédure de déchéance de propriété qui donne la légitimité au détenteur du bateau de l'envoyer en déconstruction. Merci Donc c'est un beaucoup dispositif Guillaume. ouvert. Hem, on a Anne Ackermans qui nous demande s'il est possible d'obtenir la présentation. Oui, on va vous envoyer le PDF, dans le chat. Olivier Godon qui te demande: «Guillaume, que devient le composite? Est-ce qu'il est broyé, enfoui?» Je crois que tu as commencé à y répondre tout à l'heure. Alors, oui, j'ai peut-être été un petit peu trop vite tout à l'heure sur le sujet. Le composite qui arrive des bateaux de plaisance qui arrive et qui est traité dans les centres de déconstruction de la paire, à 60%, il est broyé et transformé en combustible solide de récupération. Donc, il va vers une valorisation énergétique, hein, il est utilisé comme combustible. Et dans 40% des cas, il est aujourd'hui éliminé en enfouissement classé sur des sites classés. Et comme je le disais tout à l'heure, tout l'enjeu aujourd'hui de la filière est de développer le recyclage matière du composite. Il n'y a pas il y a des solutions techniques qui existent, mais il n'y a pas encore de solutions et de filières opérationnelles, notamment économiquement, pour pouvoir faire cette valorisation de matière. Sur ce sujet, je préciserai juste une chose, c'est que nous avons entamé avec la Fédération des industries nautiques depuis fin 2019 des échanges avec l'ensemble des autres secteurs qui utilisent du composite, c'est-à-dire l'automobile, c'est-à-dire l'aéronautique, le monde des énergies renouvelables, pardon, avec notamment les éoliennes, pour ensemble euh, pouvoir massifier l'ensemble de nos volumes de composites en fin de vie ensemble et trouver des solutions collectives pour développer une filière de recyclage matière de ces déchets composites, c'est-à-dire pour pouvoir les réutiliser pour fabriquer de nouveaux matériaux. Donc il y a des travaux qui sont engagés depuis 2019 sur le sujet avec l'ensemble de ces filières. Merci beaucoup. Je crois que
Bernard nous demande: «Est-ce que la paire se chargera des équipements de sport à partir de 2022?» Tu as dit que pour l'instant, ils étaient, exclus en effet de l'éligibilité au dispositif. Est-ce que c'est, un axe de travail pour vous? Oui, c'est un axe de travail, c'est-à-dire que sur les équipements, nautiques, hein, et les supports nautiques, nous étudions avec, notamment, un éco-organisme qui va candidater, prochainement pour cette filière, des articles de sport, pour voir comment nous pouvons ensemble, apporter des solutions les plus opérationnelles possibles, les moins coûteuses possibles, mais avec une performance environnementale sur le traitement des produits qui soit optimum, et comment nous pouvons coordonner nos moyens pour apporter des réponses également, évidemment, à ces produits-là, hein, que ce soit, comme on disait, planche à voile, kayak, etc. Donc, nous y travaillons et je vous rappelle, comme je vous le disais tout à l'heure, que cette REP sur les articles de sport et de loisirs entrera en vigueur en début 2022. Pardon. Alors, on a une tornade, de questions, peut-être que je vois que le sujet passionne, je m'en réjouis. Je ne voudrais pas en rater. Je crois que les gens s'interrogeaient sur la localisation des centres de déconstruction. Guillaume a gentiment partagé le lien recyclermonbateau.fr, qui est donc le site de la paire sur lequel on trouve, la liste de tous les centres de déconstruction. Oui, on avait tout à l'heure, je ne sais pas si on peut le remettre pour l'instant à l'écran, mais on avait la carte de France des centres, hein. Je vous rappelle 25 centres aujourd'hui opérationnels. Nous avons 8 centres qui sont en cours d'agrément et nous aurons 40 centres à terme. Donc la carte de France que vous avez ici va se densifier, notamment avec un certain nombre de centres en eau intérieure. Et donc nous aurons à terme 40 centres sur l'ensemble du territoire pour répondre aux demandes. Séverine demandait auprès de quel service doit-on se diriger pour effectuer une procédure de déchéance de la propriété. Séverine, sauf erreur de ma part, heu je serait intéressant, c'est de regarder une présentation qu'on a fait hier sur le dispositif Navire abandonné, qui est un autre dispositif mis en place par la FIN et qui collabore avec la paire et qui offre un accompagnement juridique justement pour permettre de retrouver un propriétaire et de le déchoir de la propriété d'un bateau. C'est en replay sur le site, sur la chaîne YouTube de la FIN et c'était, dans le cadre des rencontres hier. Tout à fait, une excellente intervention d'ailleurs. Et enfin, on me demande si la paire, n'est qu'en France ou, est-ce qu'elle a des ambitions internationales? Alors, la paire n'est qu'en France aujourd'hui, bien sûr, et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes la première filière au monde, nous sommes le premier pays au monde à développer cette filière de façon globale et opérationnelle, cette filière de traitement des produits en fin de vie. Euh, Nous avons des échanges au niveau européen avec les autres pays pour voir comment ils peuvent développer leur filière sur leur territoire. Ils essaient de s'inspirer de l'expérience française, mais nous échangeons également avec eux sur les bons procédés. Maintenant, la paire a d'abord une vocation nationale vis-à-vis de la responsabilité élargie des producteurs de bateaux sur le territoire national et pour apporter des solutions sur notre territoire. Donc, pour l'instant, nous nous concentrons vraiment sur le territoire national. Merci beaucoup Guillaume. Il y avait une dernière question. Est-ce que tout se fait en ligne quand on vous contacte? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un ordinateur, pour se débarrasser d'un bateau via la paire? Alors, c'est une bonne question. Nous voyons par expérience que un certain nombre on a un certain nombre de détenteurs de vieux bateaux qui peuvent être des personnes âgées parfois, et qui ne sont pas forcément toujours très familiarisés avec les outils informatiques. Et donc, la paire est joignable, et on peut peut-être mettre sur la dernière slide de la présentation. La paire peut être joint évidemment via son site internet, mais également, quand c'est nécessaire, directement par téléphone. Et on a Manon qui, chez nous, s'occupe de suivre les demandes des particuliers, qui peut accompagner des particuliers qui auraient des difficultés et faire la demande et l'ensemble du process en ligne pour le particulier, hein. Donc on s'adapte évidemment à chacun des demandeurs et il nous arrive régulièrement de gérer des demandes directement en contact téléphonique avec la personne en face.
Merci beaucoup. On va prendre une dernière question, une dernière intervention. Romuald qui dit vers qui pouvons-nous nous tourner pour savoir comment les futurs biocomposites pourront être recyclés? Il dit qu'au-delà de la réutilisation, on peut commencer à changer nos modes de fabrication et qu'il faut pour cela dialoguer avec la filière de déconstruction. Je pense que c'est quelque chose que vous faites déjà. Alors, c'est évidemment une remarque très intéressante puisque quand on parle fin de vie des produits, recyclage, recyclabilité, évidemment, c'est un cercle qu'il faut, c'est l'économie circulaire, hein, quelque part au début de la chaîne, il y a la partie conception des bateaux et éco-conception des bateaux. Hein, la façon dont on éco-conçoit des bateaux aujourd'hui facilitera la façon dont on les déconstruira dans 40 ans, dans 50 ans. Donc tous ces sujets-là sont extrêmement liés et évidemment la notion d'amélioration des pratiques de construction de bateaux et l'éco-conception, hein, que ce soit le sourcing, sur les matériaux, que ce soit sur le côté moins énergivore, que ce soit sur la facilité de déconstruction des bateaux en fin de vie et de séparation des matériaux, tous ces sujets-là sont extrêmement importants et c'est vraiment le sujet de l'éco-conception. Ce sujet-là est piloté par la Fédération des industries nautiques, qui a des projets notamment d'études importantes sur le sujet dans le courant de l'année 2021, mais c'est évidemment très directement lié en bout de chaîne avec cette filière de déconstruction. Merci Guillaume, merci pour toutes ces questions. Je vois que l'équipe de la Terre a déjà commencé à répondre à celles qu'on n'avait pas pu prendre dans le chat. Vous avez leurs coordonnées, donc je vous invite à contacter Ivana, Lucas, Manon et Guillaume qui répondront à toutes vos questions. Merci encore Guillaume. Et maintenant, j'invite Jennifer à prendre la parole pour l'Aperpiro. Jennifer, je crois que tu avais une petite vidéo à projeter. Est-ce que tu veux qu'on le fasse maintenant ou plus tard? Bonjour à tous. Juste au niveau de la 3e slide, s'il te plaît. Parfait. Bah, écoute, nous t'écoutons pour les premières. Parfait. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, effectivement, voir les mêmes slides. Donc, le but de mon intervention, c'est de vous présenter la manière de se débarrasser de ces feux de détresse périmés. Voilà, merci. Donc l'Aperpiro est un éco-organisme. Hein, nous répondons aux mêmes critères que l'APER. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails puisque Guillaume l'a très bien expliqué sur ce qu'est un éco-organisme, quel est son mode de fonctionnement. Donc nous sommes le premier éco-organisme européen de collecte et de traitement des feux de détresse périmés des plaisanciers. Nous avons également été créés sous l'impulsion de la Fédération des industries nautiques en 2015. Donc, notre agrément nous a été délivré par plusieurs ministères, donc écologie, intérieur et ainsi que économie et industrie. Donc, pour nous, notre agrément nous a été délivré en 2015, prolongé pour cette année 2021. Et donc, nous rentrons actuellement dans des échanges avec l'ensemble des ministères pour travailler justement sur notre futur cahier des charges pour l'année 2022 à 2027. Maintenant, effectivement, nous allons pouvoir passer le film de présentation de l'Aperpiro qui va vous permettre de visualiser l'ensemble de la chaîne de l'Aperpiro. Et ensuite, je reviendrai sur chacune de ces séquences pour... Que faire de vos feux de détresse périmés? Plus particulièrement Votre magasin d'accastillage, grâce à l'Aperpiro, vous propose la solution. Pensez à rapporter vos feux de détresse périmés lors de l'achat d'un produit neuf dans votre magasin d'accastillage. Ce service est gratuit. Indispensable à la sécurité des plaisanciers, les feux à main, les fumigènes flottants et les fusées parachutes restent des produits sensibles. Une date de péremption dépassée ou une utilisation par des personnes non averties peut avoir de graves conséquences pour la santé et pour l'environnement. Nous rappelons qu'il est interdit de déposer vos feux de détresse en déchetterie, en capitainerie, dans les ports et avec les ordures ménagères. Il est également interdit d'utiliser des feux de détresse à d'autres fins que le signalement.
La collecte auprès des magasins d'accastillage se fait dans le respect de la réglementation ADR. Un collecteur disposant d'une autorisation pour le transport des matières dangereuses achemine les feux de détresse jusqu'au centre de traitement. Ces établissements spécialisés disposent des autorisations nécessaires pour traiter ces produits dans le respect de l'environnement et réaliser de la valorisation énergétique. L'APER Pyro a pour but d'organiser la collecte des feux de détresse auprès des magasins d'accastillage et de sélectionner les opérateurs de transport et de traitement. Le financement de cette filière est assuré par l'éco-participation, inclus dans le prix des feux de détresse. APER Pyro est le seul éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics à pouvoir gérer les feux de détresse périmés. Ne négligeons pas le traitement des feux de détresse périmés. Plus d'infos sur aper-pyro.fr. Donc, comme vous avez pu voir sur cette vidéo de présentation, nous travaillons, nous, uniquement sur la diapositive suivante. Vous avez la présentation des 3 produits qui sont concernés par notre filière. Aujourd'hui, la filière est agréée uniquement pour prendre en charge les feux à main, les fumigènes et les fusées parachutes lorsqu'ils sont détenus par des plaisanciers. Sur ce point-là qu'il est important d'insister aujourd'hui, c'est effectivement ces 3 produits uniquement qui peuvent être pris en charge par notre filière. Maintenant, vous présentez la manière de gérer la fin de vie et la manière dont ces produits sont traités par la suite. Donc, sur la manière de gérer les produits. Donc, le fonctionnement de la filière. Comme vous le voyez, aujourd'hui, le fonctionnement pour un plaisancier est simple, puisqu'il suffit aujourd'hui d'aller déposer ses produits, feu à main, fumigène et fusée parachute, dans un magasin d'accastillage lorsque le plaisancier rachète des produits neufs. Aujourd'hui, la liste des magasins d'accastillage est disponible sur notre site internet, la liste des magasins d'accastillage qui sont partenaires dans le cadre de cette reprise dans le cadre du 1 pour 1. Le visuel que vous avez ici, c'est ce que l'on appelle une vitrophanie. Donc, c'est un visuel qui est disponible et qui est visible dans les magasins d'accastillage partenaires, justement. Sur la diapositive suivante, vous voyez l'ensemble des points de collecte qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 600 points de collecte répartis sur l'ensemble du territoire pour justement prendre en charge ces produits lors de la vente de produits neufs. Ensuite, pour vous donner les explications de ce que deviennent ces produits, effectivement, aujourd'hui, ils sont envoyés sur l'un de nos 2 centres de traitement. Donc, vous avez un centre de traitement qui est basé à Fos-sur-Mer, donc dans le sud de la France. C'est un incinérateur. Donc, cet incinérateur permet de traiter les produits qui sont collectés dans la zone Méditerranée-Corse. Et donc, en fin d'incinération, nous avons une valorisation énergétique. L'autre unité de traitement, c'est une unité de désensibilisation qui est basée qui est à Haute-Olive-Livebag, donc qui est une unité qui est basée à Pont-de-Buis, donc en Bretagne. C'est une unité dite, comme je viens de préciser, de désensibilisation, puisqu'en effet, ce n'est pas une incinération de l'ensemble des produits. Dans cette grande cuve bleue que vous voyez ici, donc les produits sont montés en température et l'ensemble des produits se déclenchent entre eux. Ce qui permet de faire en sorte que toute la matière active s'autoconsume. Et in fine, nous avons possibilité donc, de récupérer la partie métaux des produits pyrotechniques qui, elle, n'a évidemment pas été consumée. Donc, on a une partie valorisation matière. Ces 2 unités ont bien évidemment un intérêt principal, c'est celui de pouvoir traiter
déjà en toute sécurité ces produits et également surtout dans le respect de l'environnement puisqu'il y a des systèmes de filtration et de traitement des fumées qui permet de ne pas avoir de rejet dans l'atmosphère des fumées qui sont issues de ces traitements. Je vais maintenant revenir sur la filière en elle-même, le mode de fonctionnement, et vous retrouvez le même type de schéma que ce qui a été présenté par Guillaume, donc sur l'écosystème qui tourne effectivement là aussi autour de l'éco-organisme. L'APER-Pyro est au centre, mais nous ne pouvons bien évidemment fonctionner que grâce à l'ensemble des personnes et l'ensemble des entités qui sont représentées tout autour. Donc tout d'abord, les metteurs sur le marché. Nous, les metteurs sur le marché adhérents de l'APER-Pyro sont présentés ici, ils sont au nombre de 8. Donc les adhérents payent l'éco-participation en fonction des quantités qui sont mises en marché. Donc à chaque produit vendu, il y a une éco-participation qui est inclue dans le prix de vente des produits. Ensuite, bien évidemment, les plaisanciers sont présentés ici, donc, puisque ce sont eux les maillons importants de la chaîne. Ce sont eux qui peuvent rapporter leurs produits pyrotechniques dans les magasins d'accastillage lors de l'achat de produits neufs. Les prestataires de collecte et de traitement, bien évidemment, ce sont eux qui vont se rendre dans les magasins d'accastillage pour réaliser la collecte en toute sécurité, qui vont fournir l'ensemble des contenants à nos magasins d'accastillage. Ces prestataires sont bien évidemment sélectionnés par appel d'offres avec des critères là aussi qui doivent respecter notamment notre cahier des charges. Enfin, vous avez les deux interlocuteurs qui sont représentés ici par les magasins d'accastillage et les collectivités et les ports, sur lesquels je reviendrai un petit peu plus par la suite, mais qui sont bien évidemment pour nous des relais d'information nécessaires et des personnes, des interlocuteurs qui ont toute leur importance dans la filière Sur la slide suivante, je reviens plus précisément notamment sur le financement et sur une précision importante qui concerne l'APER-Pyro. Donc l'APER-Pyro est comme l'APER une association donc à but non lucratif et une filière à responsabilité élargie. Donc je ne reviens pas dessus puisque là aussi Guillaume vous a... Le point important, c'est qu'effectivement, le fonctionnement de la filière se fait par l'éco-participation, donc le montant qui est perçu sur la vente de tous les feux de détresse à destination des plaisanciers aujourd'hui, qui permettent effectivement de prendre en charge la fin de vie des produits. Sur la slide suivante, je vous présente les magasins d'accastillage et notamment les équipements que nous fournissons aux magasins d'accastillage et toute l'importance de ces derniers. Donc aujourd'hui, l'APER-Pyro fournit bien évidemment les contenants à l'ensemble des magasins d'accastillage, donc que ce soit des cartons ou des caisses grillagées comme vous le voyez ici, pour entreposer en toute sécurité l'ensemble des produits pyrotechniques qui sont rapportés par les plaisanciers. Les magasins d'accastillage disposent également donc, de la vitrophanie et d'un support qui est présenté ici, qui est un document recto verso qui permet de présenter la filière. Ce support de présentation est vraiment à destination du magasin d'accastillage et lui permet d'avoir le mémo de la filière, donc qui lui présente l'ensemble des informations nécessaires et qui peut bien évidemment être un support pour pouvoir présenter la filière auprès des plaisanciers. Je vous donne les chiffres clés ici de la filière. Donc, grâce notamment au magasin d'accastillage, nous avons pu collecter, depuis la création de l'APER-Pyro, plus de 300 000 unités collectées, ce qui représente plus de 100 tonnes de produits qui ont pu être traités dans le respect de la réglementation. Ensuite, on en parlera sur ces points-là, ce sont les collectivités et les ports. Les collectivités et les ports ont aujourd'hui pour l'APER-Pyro un rôle vraiment très important puisqu'ils ont pour nous la possibilité de pouvoir relayer là aussi, eux, cette information auprès des plaisanciers, là encore,
Pour indiquer, comme vous le voyez ici, donc ce sont des affiches et des flyers. Donc nous mettons à disposition l'ensemble de la documentation que vous voyez ici est à disposition sans aucune restriction sur notre site internet. Donc, les ports et les collectivités peuvent mettre dans les capitaineries ou dans les déchetteries ces affiches qui indiquent qu'ils ne sont pas points de collecte et qui invitent le plaisancier à déposer gratuitement leurs produits dans les magasins d'accastillage. Et il y a également le format flyer qui là reprend le même schéma et qui permet de pouvoir être inclus, par exemple, dans une communication ou dans différents supports qui peuvent être réalisés par les collectivités ou par les ports. Donc, le maître mot de cette présentation, c'est vraiment d'inciter les plaisanciers à rapporter leurs produits pyrotechniques périmés lors de l'achat de produits neufs, à éviter de les conserver et à éviter le au cas où. C'est vraiment rapporter vos produits au fur et à mesure lors de l'achat de produits neufs dans les magasins d'accastillage. Voilà, donc je vous remercie et nous restons à votre disposition. Vous avez ici notre adresse mail. N'hésitez pas à nous envoyer vraiment toutes vos questions en particulier. Voilà, si vous avez des cas particuliers ou des demandes particulières, n'hésitez pas à nous les adresser sur cette adresse email. Merci beaucoup, Jennifer, pour cette présentation. L'Aper Pyro n'a rien à envier à son grand frère l'Aper. Vous faites un travail formidable. Je ne crois pas qu'il y ait de questions, donc on va passer à la dernière partie de cette table ronde et des rencontres du virtuel, où je vais demander à Clarence Labbé de me rejoindre sur scène, ainsi qu'à Zachary Bruyas. Bonjour Zachary. Bonjour Clarence. Bonjour. Je vois que vous avez des lunettes de soleil. Votre avatar ne doit pas être à Paris parce qu'il fait un temps de cochon. Ouais, je suis à Marseille, donc tout va bien. Voilà. Et puis je me suis créé un petit style un peu mafieux des années 80. Je me suis dit qu'on pouvait se lâcher. Excellent. Ouais. Merci beaucoup d'être avec nous. On devait avoir également Florian Hollon pour Andromède. Et je crois qu'il a un petit problème technique. J'espère qu'il pourra nous rejoindre. Mais je crois que Clarence Labbé connaît très bien Andromède, donc pourra nous en dire quelques mots et compléter sa propre présentation. Clarence, vous travaillez pour l'Office français de la biodiversité et notamment pour un programme particulier qui s'appelle MARTA, si je ne me trompe pas. Et en collaboration avec le CHOM, donc le service hydrographique et océanographique de la marine, qui dépend donc du ministère des Armées, vous avez développé une application qui s'appelle NavEnco. Donc on sent toute l'innovation que contient cette innovation à ce nom. Je vous invite à nous dire ce qu'est NavEnco, qui essaye, comme le dit votre slogan, de faire rimer plaisir de naviguer et biodiversité. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis chargée de mission MARA pour Marine Habitat. C'est un programme européen pour la préservation des habitats marins. Et je travaille donc pour l'Office français pour la biodiversité, qui a pour mission, effectivement, de préserver la biodiversité en France. On s'est associé, effectivement, avec le CHOM, que je pense vous devez tous connaître pour les cartes de référence, les cartes marines de référence qu'il produit, pour effectivement faire ce premier essai d'application Naveco. Alors, je vais juste vous redemander, excusez-moi, comment je fais pour... Ah, ça y est, c'est bon, je vois, parfait, c'est ça. Je m'occupe des slides. C'est bon.
Donc du coup, l'idée était effectivement de nous associer pour proposer aux plaisanciers une application qui puisse en même temps rendre service aux plaisanciers et en même temps permettre de mieux connaître et mieux préserver la biodiversité. Donc pour l'instant, on fait un petit round d'essai, un petit test qui a commencé en mai cette année et qui va se poursuivre même jusqu'en 2022. Alors ce test est pour l'instant disponible uniquement pour le Mont-Saint-Michel au Croisic, donc une Grande-Bretagne. Et donc, c'est actuellement téléchargeable gratuitement seulement pour Android et pas pour Apple. Donc, si jamais vous avez un Android, je vous invite à venir la tester. Alors, que fait cette application? Vous allez pouvoir voir sur l'écran suivant qu'elle vous propose un mode de navigation. Donc, c'est durant lequel vous êtes positionné en fait sur la carte CHOM, c'est le petit truc bleu. Et vous pouvez aussi enregistrer votre trace durant votre navigation. Le balisage devient interactif. Là, par exemple, on navigue dans l'archipel des Glénans et on a cliqué sur le danger isolé là, qui est au nord de la carte. Et du coup, vous avez en dessous la fenêtre pop-up qui vient vous présenter la photo de la mer, vraiment. Donc, c'est vrai que ça présente un intérêt puisque le pictogramme sur la carte n'est pas toujours très clair. Donc là, on a vraiment la photo de à quoi ressemble la balise dans la réalité. Et si vous venez cliquer sur voir en RA, vous avez un outil de réalité augmentée qui vous permet de mieux repérer la mer dans le paysage. Donc là, il y a un petit film qui va vous permettre de voir cette fonctionnalité de la réalité augmentée. Donc, quand on aura lancé le petit film, on verra qu'on navigue entre Lorient et Belle-Île. Et on cherche le plateau des Birvido. Donc, du coup, on a cliqué sur la balise plateau des Birvido. Là, il y a le petit cône bleu qui s'affiche et on va venir chercher dans le paysage la mer. Et donc là, quand on voit, effectivement, on le voit sur la ligne d'horizon, la balise les Birvido, le téléphone nous dit, effectivement, il est bien là et il se situe à telle distance. Sur la slide suivante, On va passer la petite vidéo sur l'écran de droite. Je l'ai passé, Louis-Guillaume. Ah, pardon, Ouais, je ne regardais pas. pendant que Clarence parlait, ça a été diffusé. C'était dans mon dos, parfait. Merci beaucoup. Donc, le mode navigation, c'est un peu le Waze du nautisme, si je comprends bien. Et un peu le TripAdvisor aussi, puisqu'il conseille des points d'intérêt. alors le Waze, c'est délicat puisque bon, tous ceux qui naviguent savent que la mer est un peu plus compliquée que la route. Donc c'est vrai que malheureusement, tous les dangers ne sont pas balisés, hein. Donc, enfin malheureusement non, et heureusement, sinon la mer serait beaucoup moins belle. Il n'y a pas une balise sur chaque caillou. Donc c'est vrai que ça peut pas... le... Là, on propose juste la carte marine avec cette fonctionnalité pour aider les plaisanciers à mieux repérer leurs balises. Mais après, ça, c'est même pas un outil d'aide à la navigation, c'est-à-dire qu'il y a déjà d'autres applications qui existent, qui sont d'ailleurs du secteur marchand, hein. Là, nous, on concurrence pas du tout le secteur marchand, qui permettent de mettre un waypoint, de tracer sa route, etc. Donc ça, je pense que vous connaissez tous des applications qui font ça. Là, nous, il n'y a pas possibilité de mettre de waypoint ni de tracer sa route. L'objet, c'est vraiment juste voilà, d'avoir une carte CHOM qui est un peu mieux que le papier puisqu'elle propose de mieux pouvoir voir les amers. Mais ce n'est pas du tout un outil d'aide à la navigation. Alors par contre, effectivement, on va voir sur l'écran suivant qu'elle propose autre chose que la balise interactive. Et c'est bien un petit peu, je dirais, le cœur de cette application. Donc, vous parliez de Waze, c'est vrai que Waze sur la route, c'est pratique, les panneaux, ils nous informent aussi sur la réglementation. La réglementation en mer, c'est assez complexe, très obscur, puisqu'il n'y a aucun panneau pour nous l'indiquer. Et donc, du coup, c'est vrai que là, l'idée de l'application, c'était de mettre à disposition la réglementation en mer, surtout environnementale pour l'instant, à disposition des plaisanciers. Donc là, par exemple, on navigue dans l'archipel des Glénans. Et en s'approchant de l'archipel des Glénans, il y a la zone qui s'est mise en rouge et la pop-up qui vient nous informer que dans cette zone, il est interdit de chasser en chasse sous-marine et la vitesse est limitée à 8 nœuds. Une fois qu'on clique sur la fenêtre pop-up, tout ça disparaît pour laisser à nouveau un libre accès à la carte. Alors, vous parliez de points d'intérêt. Effectivement, on va voir sur la slide suivante que le mode découverte, lui, propose effectivement... Ah, je pense qu'on en a sauté une. Non, oui. Donc, pardon. Non, c'est bon.
Ok. Le mode découverte propose des points d'intérêt, effectivement, qui sont donc des points d'intérêt environnementaux, qui ont vocation à vous faire découvrir la mer d'une manière différente. Donc, qui a fait ces points d'intérêt environnementaux? Ce sont les 30 gestionnaires d'aires marines protégées de Bretagne. Alors, aires marines protégées de Bretagne, ça parle peut-être pas à tout le monde. En Bretagne, les marines protégées, c'est le parc naturel marin d'Iroise pour la pointe Finistère, le parc naturel régional du Golfe du Morbihan, ou des zones Natura 2000 comme celle de Chausey, celle de Groix, celle de Belle-Île. Il y en a tout le long du littoral. Chacune a son gestionnaire et là, ils se sont associés pour vous transmettre leur savoir. Ça a donné là sur la Bretagne 1000 points d'intérêt environnementaux, c'est pour vous donner une idée du travail qu'ils ont fourni, où ils vous transmettent tout leur savoir. Alors par exemple, là, on navigue en rade de Brest et vous pourrez apprendre en téléchargeant Navico que en baie d'Aoulas, il y a du merle, une petite algue encroûtante rose absolument magnifique, ou des herbiers qui abritent des hippocampes. Et sur le petit film qu'on va pouvoir voir, on va pouvoir découvrir ce qui se passe à l'archipel de Chausey. Et vous allez pouvoir avoir un aperçu de la diversité des points d'intérêt que vous ont préparés les gestionnaires d'aires marines protégées. Donc, en cliquant sur les habitats, on peut voir qu'il y a... Ah non, pardon, on commence par les phoques de Chausey. Excusez-moi, je ne vois pas le film, donc je fais de mémoire. Effectivement, à Chausey, il y a des phoques, donc vous allez pouvoir voir les endroits où ils se reposent et puis aussi découvrir la manière de les observer sans les déranger. Vous allez aussi pouvoir découvrir la diversité des fonds marins, puisque l'archipel de Chausey recueille une diversité vraiment impressionnante de fonds marins. Vous allez aussi pouvoir découvrir des bonnes pratiques. Par exemple, le Sound est une zone qui peut être très fréquentée, surtout à marée basse l'été. Donc, du coup, vous allez pouvoir avoir des petits conseils pour que tout se passe bien avec les autres usagers. Et enfin, vous allez aussi pouvoir avoir des informations sur les oiseaux marins, puisque bien sûr, quand on navigue aussi avec les oiseaux. Et donc, notamment des informations sur les zones de nidification, les périodes où il faut laisser vraiment les oiseaux protéger leur nid, puisqu'il y a les œufs et les petits, et il est très important de laisser les adultes protéger les œufs et les petits. Alors, si le film est fini, on peut passer... Pas tout à fait, Clarence, Ah, désolée, pardon, je l'ai lancé un tout petit peu tard, je pas de m'excuse. problème. Donc ça continue de défiler encore quelques secondes. On voit les colonies d'oiseaux là. Voilà. Donc, c'est pour vous représenter un petit peu, il n'y a pas un seul point d'intérêt identique. Donc, vous pouvez aller cliquer sur les 1000, vous découvrez à chaque fois des choses différentes. C'est bon, la vidéo est terminée. Ok. Et donc, sur la slide suivante, vous verrez que on est donc en train de travailler à l'extension de cet essai, puisque là, pour l'instant, c'était juste un essai pour vérifier l'intérêt que vous pouviez trouver à ce type d'application et tester les différentes fonctionnalités. Donc, bientôt, ce sera dispo en 2022. Bientôt, pardon, il va falloir attendre 2022. Ce sera disponible pour Android et Apple, et aussi pour toutes les tablettes. D'ici là, je vous invite bien sûr à télécharger l'application et à nous transmettre vos commentaires, notamment sur la page Facebook que vous pourrez retrouver en suivant le lien qui est indiqué ici. C'est donc application.naveco. Voilà. Ou sinon, il y a aussi une fonctionnalité donnez-nous votre avis là dans l'application. Merci pour votre attention et je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, Clarence. Une extension nationale en 2022, ça signifie que ce sera disponible pour tout le littoral? Tout le littoral et on travaille même au dom-tom. Alors, je ne sais pas si on arrivera à relever le défi que ce soit disponible pour tous les dom-tom. En tout cas, pour les Antilles, c'est assuré. Ah, d'accord. Et alors, je voulais vous demander, je ne sais pas si les voileux ont une grande réputation de geek, mais combien d'utilisateurs avez-vous pour l'instant? Et est-ce que les gens adoptent avec facilité ce nouvel outil numérique? Alors, on est parti un peu à l'aventure sans trop savoir combien d'utilisateurs on pouvait espérer là pour ce premier été, en sachant qu'en plus, voilà, on est des établissements publics, donc la communication, c'est pas forcément notre cœur de métier, donc on n'a pas forcément énormément communiqué sur l'application. Pour autant, on est plutôt satisfait. On a
environ 7000 utilisateurs qui ont testé l'application. Donc, il semble qu'on ait quand même rencontré les usagers. Les retours qu'on a via le questionnaire dont je vous parlais, là, qui est accessible dans l'application, sont très positifs. On a beaucoup d'encouragement. Donc, c'est pour ça qu'on n'hésite plus. Au moment où on a lancé le test, on n'était pas sûr de faire une extension. Et aujourd'hui, après ce premier été, on n'hésite plus. On sait qu'on est attendu sur la suite. Après, effectivement, on a été très vigilant à faire une application qui soit simple d'utilisation en se disant que, bah oui, la moyenne d'âge aujourd'hui des plaisanciers est de 65 ans. Donc, on a été vigilant à faire quelque chose qui soit simple d'utilisation. Et bon, j'ai fait le test quand même avec des plaisanciers que je connais qui ont passé même cette moyenne d'âge, mais qui sont, voilà, aujourd'hui, tous les grands-parents utilisent aussi des téléphones portables. Je pense qu'une large majorité de la population aujourd'hui sait se servir de son téléphone portable. Et effectivement, tout le monde a su, c'est-à-dire que euh, je pense que les gens de 70 ans ne sont pas forcément tous à l'aise avec un téléphone portable, mais oui, les plaisanciers sont des gens modernes qui savent se servir d'un GPS et d'un écran depuis très longtemps, en fait. Donc, ils ont su s'approprier cette application qu'on a voulu très simple et très fluide, de manière très efficace. D'accord, merci beaucoup. Donc il n'y a pas que les jeunes qui savent s'en servir, mais tout le monde, y compris les vieux luminaires, sont plus connectés qu'on ne le pense et ça leur permet de naviguer tout en respectant l'environnement. Écoutez, merci beaucoup Clémence pour cette présentation. Je vais passer la parole à Zachary Bruyas, qui travaille lui au Parc national des Calanques et a développé une autre application dont le concept est le même, préserver l'environnement grâce à une application numérique qui donne de l'information aux… alors là, en l'occurrence, ce n'est pas le plaisancier, c'est plutôt le randonneur et qui complète intelligemment Navenco pour le parc des Calanques, ses terres et son littoral. Zachary, on vous écoute pour nous présenter cette application qui s'appelle Mes Calanques. Oui. Bonjour. Donc Mes Calanques, oui, on l'a lancée en 2019 et elle s'adresse aux visiteurs du parc national et pas forcément aux randonneurs. Nos visiteurs, ils sont multiples parce qu'on est une aire marine, enfin on est une aire protégée dont le territoire est terrestre, mais aussi est essentiellement marin au niveau de sa surface. Donc l'idée, c'est de bien de parler à tout le monde. Du coup, je ne sais pas si on voit ma présentation. Je m'en occupe. Ok. Donc, juste, je voulais vous raconter, enfin, vous dire 2 mots sur la genèse de l'application. L'application, elle est lauréate d'un appel à projet qui a été lancé par l'ADEME et le ministère de l'économie, qui s'appelait Mobilisation citoyenne et protection de la biodiversité. L'idée derrière cet appel à projet, c'était de créer des outils pour rendre les citoyens acteurs de la gestion des espaces naturels. Du coup, le parc national des Calanques a été identifié comme un territoire pilote intéressant du fait de son caractère habité et de sa situation périurbaine qui fait qu'on accueille beaucoup de visiteurs chaque année. On est à un niveau de 3 millions de visiteurs par an chez nous. L'application, son petit slogan, c'est découvrir, visiter, participer. Donc je vais vous présenter là les quelques fonctionnalités à partir de ces 3 mots. Alors on va commencer par la fonctionnalité visiter. Donc je vous ai fait 3 captures écran pour vous montrer un peu ce qu'on peut trouver dans l'appli. Celle qui est tout à gauche, donc c'est l'écran d'accueil de l'application et j'ai cerclé en vert deux informations qui nous ont été très utiles. En fait, on a des informations sur des ouvertures et des fermetures de routes et une information sur l'ouverture ou la fermeture du parc en fait en été et de sa partie terrestre. Et en fait, c'est des informations qui changent quotidiennement et qui sont très difficiles à restituer au public via un site internet ou via des réseaux sociaux parce qu'il y a toujours une intervention humaine qui est source d'erreur. Du coup, l'appli, elle nous a permis, grâce à l'échange de données avec la préfecture notamment et puis avec les collectivités sur les routes, de restituer simplement, de manière dynamique et géolocalisée, une information sur laquelle on avait du mal aujourd'hui à communiquer. Ça, je vous l'indique, c'est plutôt terrestre, mais sur la mer, peut-être qu'il y aura des applications un peu similaires un jour.
L'écran du milieu, voilà, on présente des prestataires touristiques avec qui on travaille dans le cadre de la marque Esprit Parc National. L'idée, c'est de guider les touristes sur des prestations de qualité, notamment en mer. Et puis le troisième capture écran que j'ai faite, c'est un lien vers un formulaire. Donc l'application propose un certain nombre de formulaires, dont celui qui permet de louer des navires entre particuliers. La location de navires entre particuliers dans le parc national des Calanques, c'est réglementé. Et il y a beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes qui en louent, et des personnes qui sont peu préparées. On voit qu'il y a un public de plus en plus jeune, pas forcément avec le pied marin, qui se met à louer des navires. Et du coup, voilà, ils passent par ce formulaire pour être dans les règles. Et en plus, derrière, ils vont accéder à tout un tas d'informations, de sensibilisation. Donc, on en arrive à la fonctionnalité découvrée. Slide suivante. Et là, un peu comme sur Navenco, on va retrouver tout un tas d'informations de sensibilisation. Donc, la capture écran à gauche, voilà, c'est un exemple de fiche espèce. Donc là, sur le Corbe. Et puis au milieu, on a une cartographie des fonds marins. Donc en fait, vous voyez là où c'est écrit coralligène avec un petit carré violet. En fait, là, vous pouvez scroller la légende grâce à un scroll horizontal. Et du coup, vous avez accès en fait aux différents types d'habitats. Et puis la dernière capture écran, celle de droite. Donc là, c'est une carte réglementaire. En l'occurrence, là, c'est la carte de l'activité de la plongée. Donc, vous avez des zones fragiles, les zones d'Herbier-Posidonie, puis vous avez un triangle rouge, là, qu'on voit assez bien. C'est une zone interdite à la plongée, c'est ce qu'on appelle le triangle Cousteau. Et puis, vous avez des zones oranges, là, c'est des bouées qui sont réservées aux plongeurs. Et enfin, j'arrive au cœur de l'appli, pourquoi elle a été conçue. Donc, c'est la fonction participer. Et les deux premières captures écran là sur la gauche, en fait, c'est la fonctionnalité je participe. Donc, en fait, le principe est le suivant. Les visiteurs, quand ils sont en visite dans le parc, ils peuvent nous faire remonter des observations, des questions, des propositions, des ressentis et des alertes. Une fois qu'on a cliqué sur un de ces 5 pavés, après, on a l'écran du milieu qui voilà, ça se présente toujours à peu près de la même façon. On peut choisir un sous-thème, on peut mettre une photo, faire une description et puis se géolocaliser. On envoie on clique sur envoyer et après, nous, on reçoit, gestionnaire, la demande et on la traite. Donc, quand c'est des questions, on y répond. Quand c'est des observations, voilà, on la partage. Les membres de la communauté de l'appli peuvent commenter aussi. Et quand il y a une alerte, on peut intervenir et on peut aussi partager l'alerte avec d'autres services gestionnaires sur notre territoire. Et puis enfin, sur la droite, une autre fonctionnalité de participation, c'est les projets participatifs. Donc on a aujourd'hui 4 ou 5 projets participatifs qui sont inscrits dans l'appli, dont un en mer, là, qui est sur les épaves sous-marines. Donc ça s'adresse aux plongeurs notamment, qui peuvent aller en fait constater sur une épave, l'épave du Liban, comment la corrosion, en fait, enfin on fait des tests sur la corrosion des épaves. Donc on a besoin des plongeurs pour qu'ils soient nos yeux. On va passer à la slide suivante. Les quelques autres fonctionnalités. J'ai pas pu vous faire des captures écran en fait parce que l'appli est victime de l'incendie là au VH à Strasbourg. Donc si vous la téléchargez aujourd'hui l'appli, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités parce qu'elle marche au rabais, on va dire. Mais voilà, les autres fonctionnalités qu'on a dans l'appli, c'est qu'on peut envoyer des actus et des alertes qui sont directement notifiées sur le mobile de l'utilisateur. Et puis on peut aussi créer des communautés c'est des communautés par centre d'intérêt. Donc on a une communauté plaisance, une communauté plongée, une communauté randonnée. Donc l'utilisateur peut s'inscrire à une ou plusieurs de ces communautés et du coup après recevoir des informations ciblées et avoir accès aussi à des fonctionnalités qui se débloquent en fonction de ces centres d'intérêt. Ces communautés, elles sont soit ouvertes, semi-ouvertes ou fermées. Alors les ouvertes, en fait, c'est que tout le monde les voit dans l'appli et tout le monde peut les rejoindre librement. Les semi-ouvertes,
tout le monde voit l'existence de cette communauté dans l'appli, mais nous, le parc, on doit valider l'inscription de cette personne-là. Je vous en parlerai tout à l'heure. Par exemple, on a créé ce type de communauté pour des marins professionnels. Et puis enfin, on a des communautés fermées qui sont des communautés que personne ne voit et dont nous, on valide l'inscription voilà, nous-mêmes au parc. Par exemple, on a créé une communauté des agents du parc national. Partager des choses entre nous. Je vous ai fait un petit zoom sur la plaisance pour vous montrer ce qu'on pouvait retrouver sur cette question-là. Donc la partie de gauche, voilà, c'est une présentation de l'activité dans le cadre du parc national. Donc on a des bonnes pratiques, des éléments sur la réglementation, sur la sécurité et des contacts utiles. Au milieu, on a la carto de l'activité, la carto réglementaire, avec les zones de navigation interdites, les zones de mouillage interdites, les zones fragiles au niveau des herbiers de Posidonie, les zones fragiles au niveau du coralligène. Et puis, enfin, tout à l'heure, comme je vous le montrais, là, le formulaire pour les locations entre particuliers et les communautés. Donc, sur les communautés, slide suivante, on a créé une communauté de plaisanciers. Donc, c'est une communauté ouverte, une simple communauté autour d'un intérêt commun. Et puis, on a la communauté semi-ouverte des marins professionnels habilités à exercer dans le parc. Donc ça, c'est une communauté sur laquelle il faut montrer patte blanche et du coup, qui nous permet de réguler l'activité. Ces skippers, faut qu'ils se déclarent sur l'appli pour avoir un formulaire qui est téléchargé sur l'appli et en cas de contrôle, ils peuvent le montrer à nos agents qui sont sur le terrain et qui font des contrôles. En termes de développement futur, slide suivante, dès 2020, on va affiner la cartographie en lien avec notre schéma global de mouillage qu'on vient de valider là en début d'année, enfin en fin d'année dernière. Et puis, on va faire de la restitution en temps réel des données de fréquentation. Ça, on va le faire à terre et en mer. Il faut savoir que le principal aujourd'hui défi du parc national, c'est de gérer cette très forte fréquentation et ses impacts. Développement à venir, on imagine déjà travailler à des systèmes de réservation pour le mouillage grâce à des bouées intelligentes qui pourraient justement être mises en place dans le cadre des travaux schéma global de mouillage. Et on réfléchit aussi à des couches géolocalisées. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes en bateau et que voilà, vous venez je sais pas, de la Côte d'Azur et que vous rentrez dans le parc, une fois que vous êtes rentré dans le parc, pouf, vous avez une notification qui vous dit attention, vous venez de rentrer dans un espace naturel protégé, voilà les règles et les bons gestes à adopter. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait faire dès le lancement de l'appli. On a décidé de ne pas le faire parce qu'on ne voulait pas d'une appli qui soit trop intrusive et qui perturbe un peu la visite dans un espace qui doit être aussi un espace de ressourcement et de nature. Voilà, j'ai fini pour ma partie et je suis ouvert aux questions. Juste en termes de téléchargement, donc je vous ai dit, on l'a lancé il y a 2 ans et on a dû avoir dans les 60 000 téléchargements à ce jour et de bons retours. 60 000. Ouais. J'allais vous poser la question. Ouais, Et alors, c'est ça. est-ce que vous en voyez l'effet que les calanques depuis 2 ans sont mieux préservées parce que une part significative des personnes qui s'y baladent ou qui naviguent utilisent votre application et sinon, comment l'améliorer encore au-delà des pistes pour l'avenir que vous nous avez, dont vous nous avez parlé? Ouais. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on a une communauté d'utilisateurs de l'appli qui est très engagée, avec qui se passent des choses assez chouettes. Les remontées là, citoyennes, elles nous ont permis de sauver des oiseaux marins, des choses comme ça, de prévenir des risques. Après, est-ce qu'il y a un effet? C'est très difficile à jauger, d'autant plus que voilà, quand je vous disais 3 millions de visiteurs, il va falloir un peu plus que nos 60 000 utilisateurs de l'appli. Mais en tout cas, ça permet d'adresser des messages de sensibilisation qui sont vraiment intéressants. Et est-ce qu'à terme, ces données sur la fréquentation pourraient être utilisées pour une régulation de l'accès au parc national? Ouais, tout à fait. C'est l'objectif. Là, on est en train de regarder
Donc, on instrumente notre territoire à terre, en mer voilà, de capteurs, de compteurs, de caméras. Et l'idée, dans un premier temps, c'est au moins de restituer cette information-là en temps réel aux visiteurs. Donc, c'est ce qui va se passer grâce à l'appli notamment. Dès qu'il y aura un certain seuil atteint sur un fond de calanque, par exemple, où il y a beaucoup de mouillage, là, on aura une alerte pour dire attention, vous êtes déjà nombreux, essayez plutôt de reporter votre visite à plus tard. Et puis après, ça, on ne le sait pas encore, mais effectivement, ça pourrait arriver à des solutions plus techniques, on va dire, où on pourrait mettre en place un quota journalier avec des réservations pour accéder à certains sites. Ça, c'est encore des options sur lesquelles il faut qu'on travaille, mais qui sont en réflexion. Ouais. D'accord, oui, c'est un peu comme les informations qu'on trouve sur Google pour la boulangerie à côté de la rue, où on sait qu'à cette heure-là, c'est l'heure de pointe, donc ça vous désincite d'y aller à ce moment-là. Ouais, c'est Ça vous ça. responsabilise. Google produit déjà des données sur certaines calanques chez nous. Après, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir nos propres données parce que c'est très difficile en plus d'échanger avec Google. On sait pas trop comment enfin, on sait comment ils récoltent, mais on ne sait pas trop la fiabilité de la chose et puis forcément accès aux données. D'accord, donc la prochaine étape, c'est peut-être la jauge maximale, comme en ce moment dans les magasins. Ouais, exactement. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce que le public a des questions à poser à nos développeurs écologistes? N'hésitez pas à la poser dans le chat ou à lever la main. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent déjà ces applications? Non? Eh ben, j'espère que ce sera le cas bientôt. Et alors, je me demandais, est-ce que, Zachary, est-ce que d'autres parcs nationaux ont développé leur propre application? Est-ce que vous êtes les premiers? Alors oui, il y a le parc national des écrins qui a créé une application qui s'appelle GeoTrek, qui est essentiellement aujourd'hui encore une application de randonnée, quoi. Ils avaient ils ont le projet d'étendre un peu plus, d'en faire aussi une application participative, mais c'est pas encore le cas. Sinon, on est les seuls aujourd'hui, en tout cas, d'avoir une application si étoffée, on va dire. Je crois qu'il y a une question dans le public. Non? Me Si, souffle des oui. mots. Oui, Oui, Guillaume. Il y a Nathalie de la ville de Saint-Raphaël. Ah, euh, Nathalie. bonjour à tous. Je viens de la télécharger, l'application, et elle est super. En tout cas, bravo. Et je pense que je vais en informer autour de moi et voir s'il y a possibilité de revenir vers vous. Ok, Je représente le service Mer Littoral Nautisme et on a notamment des projets concernant la préservation de la Posidonie. Et si vous pouvez étendre votre application jusque vers Nice, ça sera super. bah oui, ça serait chouette. Après, comme je vous disais, en plus, hein, Mm. sur l'application, elle marche vraiment au ralenti en ce moment. Donc, vous ne pouvez pas voir tout ce qu'il y a derrière. Donc, j'espère là que le problème avec le data center sera rapidement réglé. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a développé cette appli avec une start-up qui s'appelle C'est à vous, qui nous a accompagnés au niveau technique et qui aujourd'hui en fait est en train de développer l'application dans plusieurs espaces naturels protégés. Et effectivement, il y a plusieurs communes du littoral aussi qui commencent à avoir des envies au niveau de cette appli. En tout cas, c'est super. Au niveau de l'utilisation, elle est vraiment pratique. J'ai un peu, pendant que vous parliez, je l'ai essayé et j'aime beaucoup. Ah bah, super. Et bravo à vous. Merci. C'est vrai qu'il y a eu un incendie à Strasbourg, je crois, de centres de données et donc beaucoup de sites qui sont hébergés là-bas, malheureusement, marchent aujourd'hui, un peu au ralenti. Mais on a hâte de découvrir, l'application Mécalanque avec, toutes ses capacités. Alors j'ai une question, pour vous Clarence et également pour vous, Zachary. Est-ce que, vos applications, respectives vous inspirent et vous donnent des idées pour la suite, pour le développement de votre propre application? Pour notre Clarence?
Oui, alors en termes d'inspiration, en fait, on a les utilisateurs déjà qui ont commencé à nous conseiller, qui nous ont fait des retours très intéressants. Et puis là, on travaille beaucoup avec les gestionnaires d'aires marines protégées. En fait, je suis en train de collecter les retours de ceux de Bretagne pour voir quel est leur retour sur ces questions-là. Et puis, bien sûr, pour 2022, on associera tous les autres gestionnaires d'aires marines protégées afin de, notamment avec la spécificité de la façade maritime, qui est peut-être pas de la façade maritime, mais pardon, méditerranéenne, qui n'est peut-être pas avec les mêmes enjeux que celle de l'Atlantique. Donc, on ne mettra pas de les impliquer dans le développement de manière à leur fournir quelque chose qui puisse leur convenir. Merci beaucoup. Et pour notre part, oui, on reste très inspiré. C'est pareil, les utilisateurs nous font des retours qui nous permettent de développer dans un certain sens. Et puis, voilà, on a une feuille de route déjà bien chargée, comme je vous le disais, avec cette question de la fréquentation qui nous prend beaucoup d'énergie, donc et qui est un axe de développement assez important sur le parc. Et l'appli, du coup, va aussi suivre cette tendance-là. Merci beaucoup. Merci Zachary, merci Clarence. S'il n'y a pas de questions dans la salle, à moins que vous ayez un dernier mot pour votre public virtuel, je vous propose éventuellement qu'on s'arrête là. C'est dommage qu'on n'ait pas eu Florian Hollande qui voulait nous parler de Donia. Donc Donia, je voulais lui demander ce que c'était, mais j'ai pas trop attendu pour regarder. Je crois que c'est un nom féminin d'origine arabe qui signifie la vie, et donc l'ambition écologiste de préservation de l'environnement, de préservation de la nature est inscrit dedans, également l'espace méditerranéen. Donc voilà, je vous invite à aller voir également ce que fait Donia, qui est une autre application qui est très intéressante et qui vous permet, qui vous offre une assistance à la navigation dans le respect des réglementations et notamment en vous indiquant quelles sont les zones où il y a de la posidonie en Méditerranée afin que vous préserviez, parce qu'on connaît tous l'importance de la posidonie pour l'écosystème marin méditerranéen. Donc, grâce à ces 3 applications, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas naviguer dans le respect le plus complet de l'environnement. Merci encore à nos intervenants et je crois qu'on vous donne tous rendez-vous sur la plage pour une beach party pour clore ce virtuel nautique. C'est une première et on espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Faut dire quand même. Merci beaucoup. Bravo Luigi.